Tous les mardis de 18h15 à 19h, retrouvez Malika Madouri. Malika est méditante. La souveraineté des femmes. On t'écoute, Malika. Merci Morgane. Bonjour chères auditrices et auditeurs. Donc je vais parler, c'est un grand sujet pour moi, la souveraineté des femmes. Alors il s'adresse bien évidemment aux femmes mais aux hommes également parce que je n'exclus pas du tout la souveraineté des hommes, que ce soit clair à ce niveau-là. Et je pense que c'est important pour un homme qui se dit souverain d'avoir à ses côtés et être entouré de femmes souveraines. Alors je vais vous donner la définition du mot souverain qui généralement s'applique à un État, mais pas du tout à une personne, sauf lorsqu'il y a un titre avant. Le pouvoir suprême reconnu à l'État qui implique l'exclusivité de sa compétence sur le territoire national. Donc souveraineté interne, et son indépendance absolue dans l'ordre international où il n'est limité que par ses propres engagements. Souveraineté externe. Donc la souveraineté implique une souveraineté interne et une souveraineté externe, en parlant d'un État. Maintenant, si on le juxtapose à la femme, donc on pourrait parler du pouvoir suprême reconnu à la femme, qui implique son exclusivité dans sa compétence sur le territoire national, donc sur son corps, sa psyché, souveraineté interne, et son indépendance absolue dans l'ordre international, où elle n'est limitée que par ses propres engagements. Donc sous-entendu, son indépendance absolue dans la société, dans ce monde, dans ses relations, dans ses interactions avec autrui, où elle n'est limitée, donc la femme, que par ses propres engagements. Donc clairement, on parle d'une femme qui est indépendante et d'une femme qui est autonome. Alors, ça peut être également la même chose que parler d'une femme puissante. Mais pourquoi je parle d'une femme souveraine ? C'est important parce qu'il est temps maintenant que les femmes soient reconnues en tant que telles, en tant qu'agents de la société, en tant qu'individus dans ce monde, et qu'elles puissent reprendre leur place qui leur incombe, en tant qu'être humain digne et respectable, et puis respecté. Donc c'est redimensionner en fait la puissance de la femme dans un contexte social, dans un contexte politique, dans un contexte économique, dans un contexte humanitaire, dans tous les contextes en fait de l'environnement dans lequel nous nous trouvons. Donc c'est un engagement qu'on va dire politique dans le sens profond du terme, de la chose, du peuple. Donc la femme a ce droit et a le droit d'être une femme dans ce monde à tous les niveaux. J'ai envie de vous faire part d'une autre... c'est une citation d'une femme écrivaine, Hélène Delannoy. Les femmes puissantes n'évoluent pas dans le confort, elles évoluent à travers l'ombre, l'adversité et le chaos. De leur force intérieure naissent les miracles. C'est que lorsqu'on a compris les difficultés d'être une femme dans son authenticité, qu'on devient une femme puissante. Si on n'a pas compris ça, c'est en émergence, mais c'est pas là encore. Parce qu'on vit dans un monde où les femmes réellement n'ont pas exactement la place qu'elles devraient avoir. C'est une réalité, c'est une vérité. Soit on ne l'a pas expérimenté, soit on est dans le déni. Alors c'est vrai, je m'adresse aux femmes et aux hommes, parce qu'il est également de la responsabilité des hommes de laisser aux femmes leur place. Donc de leur laisser un peu la trop grande place qu'ils ont pris
des centaines d'années, depuis des centaines d'années. Donc il est de la responsabilité des hommes de laisser les femmes reprendre leur place et reprendre le pouvoir. Et il est également de la responsabilité des femmes de reprendre leur place et de reprendre leur pouvoir. Si elles ne le font pas, qui le feront à leur place? Alors, bien évidemment, je vais en parler, c'est important, c'est les sentiments. Ne pas être dans la colère, ne pas être dans la violence. Parce qu'il y a eu des mouvements comme ça. Pas du tout, parce que là, il y a une pathologie derrière, il y a une névrose, bien sûr qu'il y a de la colère, bien sûr qu'il peut y avoir de la frustration et énormément de choses, bien sûr. Mais lorsqu'on commence réellement à faire un travail sur soi, un travail de développement personnel, et qu'on commence à comprendre qui on est réellement, ça se fait naturellement. Ensuite, après, il y a une communication à faire autour de soi, il y a une affirmation, il y a tout ce travail-là qui se fait, mais au départ, le travail se fait à l'intérieur de soi. Pas être frontal directement et pas du tout. En fait, ça se fait à l'intérieur de soi parce qu'on a emmagasiné tellement de fausses croyances, on a tellement été conditionnés qu'en fait, nous sommes devenus notre propre ennemi. Nous n'avons plus réellement ce discernement, ce recul pour comprendre, appréhender les limitations qui sont les nôtres actuellement et qui ne devraient plus être. Mais ça, c'est quand on fait un travail sur soi. Et pour moi, la femme, c'est la force et l'amour. C'est la douceur. C'est l'écoute. C'est la maternité. C'est le cœur. C'est la sensibilité. Et lorsqu'on commence un vrai travail sur soi, donc un vrai chemin d'individuation, et qu'on découvre sa vraie féminité à l'intérieur de soi, sa féminité commence à fleurir. C'est comme une rivière qui coule. Lorsqu'elle est obstruée par des troncs d'arbres, elle est asséchée également. La source ne coule plus. Mais lorsqu'on fait ce travail-là, son travail intérieur, de paix avec soi-même également, parce que la colère qu'on a, elle est toujours envers soi-même. Ce qu'on peut ressentir envers l'autre, on le ressent envers soi-même. Lorsqu'on juge l'autre, c'est soi qu'on juge. Lorsqu'on est en colère envers l'autre, c'est envers soi-même qu'on est en colère. Et lorsqu'on a travaillé toutes ces zones d'ombre à l'intérieur de nous, quand on a eu le courage et cette volonté de ne plus être dans le déni, alors la source reprend son cours et coule sans obstacle. Lorsqu'on parle d'une femme puissante, c'est une femme puissante dans l'amour. C'est une femme puissante dans la douceur. C'est une femme puissante dans ce qu'elle est, dans son affirmation, dans son expression. Une femme puissante dans son intelligence, dans sa sensibilité, dans son cœur. Une femme d'ouverture. Une femme d'expression. Où l'individualisme a moins en moins sa place.
Alors quand on découvre sa propre part de féminité qui est en soi, et non pas un copier-coller des schémas que l'on nous donne à l'extérieur. C'est pas ça. Être véritablement soi-même, c'est pas en lisant des articles dans des magazines pour des lectrices, dans des magazines de philosophie. Non, c'est à l'intérieur de soi qu'on va chercher sa propre féminité. Et puis regardez autour de vous, il y a très peu, il y a très peu d'icônes, de modèles. Vous voyez, lorsqu'on était enfant, petite fille, jusqu'à l'âge adulte, et puis à un âge plus mature, quels ont été nos modèles de femmes? Posez-vous la question. Moi, personnellement, j'ai toujours eu du mal. Et Morgane, elle a quieuse aussi. Oui, c'est vrai qu'en y réfléchissant, les princesses Disney, à la recherche du prince charmant, c'est vrai que c'est ça qu'on nous a montré à nous les petites filles, voilà, quand on était petites, on n'a pas vraiment de modèle. Ouais. Alors il y a peut-être des héroïnes de romans ou des personnages de films, quoi qu'il y a une évolution maintenant dans les rôles que l'on fait jouer aux femmes dans les films. Alors maintenant, elles sont des déesses de kung-fu. Elles savent se défendre. C'est vrai, elles commencent à avoir de plus en plus de place. Et ça, c'est la bonne nouvelle. C'est que je ne suis pas la seule, et heureusement, à en parler. Je ne suis pas la première et je ne serai pas la dernière. De plus en plus de femmes commencent vraiment à se révéler, à prendre conscience qu'elles sont là pour vivre et ne pas avoir honte de ce qu'elles sont réellement et pouvoir aussi s'assumer pleinement. Il y a une vingtaine d'années, ou une trentaine, une quarantaine, et puis encore dans d'autres pays, parce que je parle vraiment au niveau mondial, si une femme souhaite exceller dans les arts martiaux, ça aurait été difficile. Alors que, pourquoi pas? On n'est plus du tout, il faut vraiment sortir des stéréotypes, des codes, des clichés. Il faut sortir de ça. C'est pour ça que si vous vous influencez à travers des articles, qui écrit les articles en fait? Est-ce que ce sont véritablement des femmes accomplies? Ou peut-être derrière, ce sont des hommes? Vous voyez, donc c'est à l'intérieur de soi qu'on va trouver sa propre vérité. Et il n'y a pas réellement de typologie de la femme en tant que telle dans ses activités extérieures. La femme fait ce qu'elle a envie de faire. Il n'y a pas d'une répartition d'activités, qu'elles soient culturelles, professionnelles, sociales, pas du tout. La femme est libre de faire ce qu'elle souhaite faire et ce qu'elle entend faire de sa vie, en fait. Qu'elle soit elle-même maîtresse de sa propre vie et de sortir et oser sortir des clichés, oser sortir des tabous, oser sortir des conditionnements, oser sortir des interdits sociaux. C'est important. Et c'est également aussi un appel aux hommes d'aider ces femmes-là qui sont sur ce chemin-là parce que c'est un chemin qui est difficile. Parce que elles vous en parleront la plupart du temps. Elles ont souvent été pionnières et puis également elles peuvent subir, elles subissent encore des discriminations. Elles sont réelles. Il n'y a qu'à voir dans le milieu professionnel, par exemple, des statistiques, la répartition homme-femme pour chaque échelon de la société. Chaque échelon de l'échelle de la société, de la structure, de l'entreprise, si vous voulez. Et vous verrez que plus on monte dans l'échelle, moins il y a de femmes. Ah, elles sont nombreuses au niveau rez-de-chaussée,
au premier étage, et deuxième, et puis elles commencent à être de moins en moins nombreuses. Voilà. Et on arrive à un comité de direction où elles sont très très peu représentées. Alors il ne s'agit pas de dire il faut une parité, c'est pas ça. Parce que les personnes sont là parce qu'elles souhaitent être là. On n'est pas ici dans une parité naturelle. C'est une question de volonté, c'est une question de choix de vie, ok. Mais ce que je veux dire, c'est que je suis certaine qu'il y a plusieurs femmes qui souhaiteraient arriver à des niveaux plus élevés et qui ne peuvent pas. Voilà. Moi, j'ai expérimenté ça, parce que j'ai travaillé 15 ans dans la finance, et je l'ai expérimenté, on appelle ça le plafond de verre. C'est qu'à un moment donné, il est difficile d'aller plus haut. Et on le sent. Voilà, moi je l'ai senti, j'avais à peu près 35 ans. Alors tant que j'étais jeune et je m'expérimentais, je ne ressentais pas cette chape de plomb. Et puis à un moment donné, je l'ai vraiment ressenti là, une chape de plomb à l'âge de 35 ans où je pouvais difficilement aller au-delà. C'était pas du tout une question de compétence, j'étais très compétente, j'étais appréciée, j'étais très volontaire, mais c'était autre chose. Et là, j'ai compris. Et ça, c'est difficile. Et là, on se retrouve seul. Parce que d'autres femmes qui étaient comme moi, du même profil, le comprenaient, mais en même temps, elles se trouvaient, elles, face à leurs propres problématiques. Donc, il n'y avait pas du tout une vraie solidarité constructive. Une vraie équipe, une vraie force de groupe où on dit « Ok, maintenant, je veux évoluer ». Nous souhaitons évoluer, qu'est-ce qu'on peut faire? Non, c'était vraiment une problématique qui restait individuelle parce qu'il y a beaucoup de compétition. Voilà, donc il y a des jeux. Et c'est beaucoup plus difficile pour une femme. Alors si elle est mère, c'est encore plus compliqué. Et le statut de mère, c'est un statut que j'honore profondément. J'avais lu une fois, ça m'avait profondément marqué. Moi, je suis une mère de 2 enfants. Ça m'avait profondément marqué une femme qui avait mis en avant ses compétences de mère à la maison. Elle était cadre. Moi, j'étais cadre pendant 15 ans. Elle était cadre. Et on lui avait dit, justement, quelles sont vos compétences. Elle dit, je sais gérer une famille. Donc, je pense que j'ai beaucoup de compétences. Voilà. Mais elles ne sont pas réellement prises en compte. Elles devraient. Alors que, généralement, quand on est une mère au foyer, il y a toujours un jugement qui est derrière. Ça sous-tend un jugement qui est assez négatif. Pourquoi ? Donc voilà, ça c'est des choses au quotidien pour lesquelles il faudra avoir conscience et qu'on devrait changer maintenant. Parce que je pense que là maintenant, ça suffit. Et puis il y a également... j'ai trouvé ça, c'était vraiment très intéressant parce que avant que je choisisse ce thème-là, je suis tombée sur pas mal d'informations sur Internet, donc c'est de la synchronicité. Je ne connaissais pas du tout l'effet, ça s'appelle l'effet Mathilda. L'effet Mathilda est le déni ou la minimisation récurrente et systémique de la contribution des femmes scientifiques à la recherche, dont le travail est souvent attribué à leurs collègues masculins. Et ça a été relevé par l'historienne des sciences américaine Margaret Rossiter. Elle a baptisé ce phénomène l'effet Mathilda, qu'elle a clairement identifié dans le milieu scientifique. Je me souviens quand j'étais petite fille et on a toujours eu des débats comme ça avec les petits garçons et qui disent et nous on dit nous les femmes c'est comme une revendication parce qu'on le sent quand on est des petites filles qu'il y a une sorte d'injustice et on disait nous on est intelligentes
Et je sais qu'un garçon m'avait répondu « Ah oui, mais alors pourquoi il n'y a pas de scientifiques femmes et des choses comme ça ?» Alors moi, j'étais en primaire, donc je n'ai pas su lui répondre. Maintenant, je pourrais lui répondre. L'effet Mathilda. Alors oui, il y en a eu, mais il y en a eu beaucoup plus qu'on le croit. Mais c'est parce qu'en fait, on les occulte. Elles sont, bien évidemment, leur travail est apprécié, la qualité de leur travail, mais ensuite, après, c'est pris à profit par des scientifiques masculins. Donc ça, il faut le savoir. Donc, c'est partout, ça se fait partout. Je pense que là, maintenant, on ne va pas être dans le déni. Je pense que là, maintenant, ça suffit. Moi, je l'ai vécu personnellement et à tous les niveaux. Voilà. Que ce soit au niveau professionnel, au niveau familial. Voilà. C'est la difficulté d'être une femme, c'est une difficulté qui ne devrait pas être. Parce que nous sommes également des êtres humains. Nous sommes là avec notre cœur, notre envie également d'exister et d'avoir notre place dans ce monde. Et on ne devrait pas déployer beaucoup plus d'énergie pour ça. Moi, j'ai déployé beaucoup d'énergie pour ça. Parce que j'étais une femme. J'aurais été un homme, j'aurais déployé moins d'énergie. Donc c'est autant d'énergie gaspillée pour ça, qui ne devrait pas. Parce qu'on pourrait utiliser cette énergie pour autre chose. Pour la créativité, pour... Donc, voyez, et cette énergie-là, elle est là. Alors, il y en a qui se reconnaîtront parce que c'est réel. Et puis parfois... c'est au quotidien, c'est des petites choses, des petites remarques, des observations, mais c'est devenu tellement commun qu'on ne s'en rend pas compte en fait. C'est devenu de la routine. Alors, ce serait bien qu'on puisse faire, que vous puissiez faire, vous les femmes, des petites choses. Pas des petites choses, mais qu'on puisse... marquer sur une feuille de papier toutes ces petites choses qui nous irritent et qui ne devraient pas au quotidien parce que nous sommes des femmes. Voilà. Et de prendre du recul par rapport à ça. Parce que toutes ces petites irritations, ça pollue. Et ça ne devrait pas être là. Et puis parfois, c'est beaucoup plus grave. Voilà, il y a des femmes qui sont plus touchées que d'autres. Alors, soyons solidaires entre nous, aidons-nous. J'invite les hommes aussi à nous aider sur ce parcours, sur ce chemin qui est difficile, mais qui est le nôtre. Et puis on porte des fardeaux séculiers qui ne sont pas heureusement portés à notre conscience parce que ça aurait été très difficile de vivre avec, mais c'est là. Ce n'est pas un oubli, on le porte dans notre inconscient et c'est là. C'est toutes les maltraitances portées sur les femmes depuis des centaines d'années et qui sont inscrits en nous, dans notre psyché. Alors c'est le moment de nettoyer tout ça. C'est aussi la raison pour laquelle je propose la méditation de la pleine lune, à chaque pleine lune de l'année, pour commencer un grand nettoyage collectif. Parce qu'il est notre responsabilité de nous aider pour nettoyer notre inconscient. Alors moi la première fois que j'ai fait une émission, c'était à la radio Ici et Maintenant, et j'avais intitulé l'émission « Dieu est une femme ». Voilà. Et donc,
Et donc c'est un mantra. Donc je vous propose ce mantra parce que ça interpelle à l'intérieur. Parce qu'on a toujours l'image d'un Dieu masculin. Pourquoi? Pourquoi? Justement, puisque les femmes souffrent énormément. Donc, Dieu est une femme. Voilà, je vous propose ça comme mantra. Et puis, ce qui est important, c'est de pouvoir également, lorsqu'on commence ce chemin intérieur, c'est aussi, et ça, je vous le conseille, c'est de pouvoir trouver des icônes, des femmes qui ont été des porte-paroles pour notre liberté, pour notre autonomie, notre indépendance. Ça, c'est important, de s'inspirer de ces femmes-là, parce qu'elles ont commencé un chemin qui est précieux. Et puis, alors quand je vous parlais de synchronicité, dans l'actualité de cette semaine, j'ai lu qu'une femme, alors elle s'appelle Sarah Blakely, donc une entrepreneuse qui a créé une société il y a une vingtaine d'années qui fabrique de la lingerie. Et alors je vous cite, elle a offert à ses salariés, lors de l'annonce de la nouvelle valorisation de Spanx, Spanx c'est sa société, elle a offert 10 000 euros pour chacun de ses salariés et 2 billets de vol en première classe. C'est une femme qui a fait ça, une femme dirigeante. Donc vive les femmes. On a réellement notre place et on a beaucoup de choses à faire pour rendre ce monde plus juste, plus égalitaire, beaucoup plus dans le cœur. Ça, c'est important. Pensons à nos enfants. Ne laissons pas ce monde aux mains de personnes malades et sans cœur. C'est notre avenir, c'est l'avenir de nos enfants. Donc c'est important que nous, les femmes, nous prenions conscience que nous sommes souveraines et que nous avons, chacune d'entre nous, des actions à mener sur cette terre pour rendre meilleur ce monde, plus juste, plus égalitaire, moins cupide. Et à ensemencer ce monde d'énergies féminines qui sont puissantes. C'est notre responsabilité. C'est un appel du cœur. Je vais commencer la méditation. Je vais vous demander de fermer les yeux et avant de vous guider vers la méditation de la pleine conscience, nous allons faire juste un petit exercice. Vous avez les yeux fermés. Vous respirez normalement. Et à chaque affirmation que je vais faire, que vous allez écouter attentivement, vous allez écouter les voix à l'intérieur de vous. Juste ça. On va faire ça pendant 1 ou 2 minutes.
Morgane, tu peux le faire avec nous. Je reste concentrée pour la quelques. D'accord. On respire normalement. Et observez les réactions que vous allez avoir à chaque affirmation que je vais vous faire. Dans le silence, la femme est souveraine. La femme est amour. La femme est joie et douceur. La femme est intelligente. La femme est force. La femme est souveraine. Dieu est une femme. La femme est amour. Si vous avez eu des réactions, donc des pensées, vous pouvez les noter et méditer là-dessus. Ce serait intéressant d'observer un peu plus profondément les jugements à l'intérieur de vous. Si vous les observez, c'est que vous avez commencé votre travail intérieur. Alors maintenant, nous allons observer la respiration. Les épaules sont relâchées. Le dos est droit. Le corps est immobile. Vous respirez normalement et vous observez votre respiration. Si vous avez des pensées, observez vos pensées. Ce n'est pas vous. Observez votre respiration. Observez le calme à l'intérieur de vous.
Vous avez des énergies qui circulent, observez-les et revenez dans l'observation de votre respiration. Vous respirez normalement. Entrez plus profondément dans l'observation de la respiration. Observez l'inspire, la pause, l'expire et la pause. Observez ce qui se passe dans votre corps, dans votre psyché, sans chercher ni à contrôler, ni à censurer. C'est l'observation. Revenez dans l'observation de votre respiration.
Laissez votre corps se détendre et en même temps, maintenez la vigilance, l'observation de sa respiration. Je vous invite à continuer la méditation. Moi, je vais rendre l'antenne. Je vous remercie beaucoup. Merci Malika. Pour information, le prochain cercle de femmes aura lieu le week-end du 27 au 28 novembre dans la Drôme. Prochain atelier danse méditative Osho Kundalini Méditation et Vipassana guidé le vendredi 5 novembre. Un atelier de méditation de la pleine lune aura lieu le mercredi 19 novembre. 1h15 de méditation guidée sur Zoom. L'objectif, nettoyage énergétique, épuration des traumatismes dans l'inconscient. Je vous rappelle que Malika Madouri est coach, thérapeute et praticienne de shiatsu intuitif. Elle propose de la guidance aux personnes qui sont sur leur propre chemin d'individualisation. Elle enseigne également la méditation dans les écoles primaires et collèges depuis 3 ans. Elle lance un appel aux personnes intéressées pour le projet Méditation accessible à tous, former les futurs enseignants de la méditation dans les écoles, hôpitaux et milieux associatifs. Vous pouvez participer au projet ou en savoir plus en appelant Malika Madouri au 06 03 27 80 86 06 03 27 80 86.